remind you, pushing back the slow lift, so just to go forward, enjoy the short Seychelles. Île voisine de Madagascar, les Seychelles constituent un archipel de 115 îles. Rien que le nombre d'îles qui composent le pays en dit long sur sa richesse. Plages de sable blanc, lagons, fonds marins uniques au monde, autant d'attraits touristiques qui font la renommée des Seychelles et que vous pouvez découvrir tout de suite dans Ici et ailleurs. C'est l'une des plus petites capitales du monde. Avec ses 20 000 habitants, Victoria concentre près du quart de la population des Seychelles. Elle est située sur Mahé, la plus importante des 115 îles que compte l'archipel. Des îles, mais aussi des îlots, souvent inhabités. En fait, les Seychelles sont une poussière de sable corallien et de roches granitiques. Leur histoire commence il y a 250 millions d'années. À l'époque, un continent primaire, le Gondwana, rassemblait en un seul bloc l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Antarctique, l'Australie, l'Inde et Madagascar. Puis celui-ci s'est disloqué comme un puzzle. Les Seychelles en sont les éclats. Des joyaux naturels dispersés au hasard de l'océan sur près de 400 000 km² au sud de l'équateur. C'est beaucoup plus tard, au XVIIIe siècle, que les îles commencent à se peupler. Avec l'arrivée, en 1770, de colons français débarqués de l'île de France, l'actuelle Maurice, sur l'îlot de Sainte-Anne, proche de Mahé. Lorsque un bateau, Mahé de la Bourdonnais, cherchait la route la plus étroite pour aller aux Indes, ils ont vu le Seychelles. Mais déjà, les Seychelles étaient dans la cartographie arabe, et aussi les hindous les connaissaient. Après, en 1842-41, parce que le colon français était devenu anglais, il prospérait, voyez. Alors ils ont nommé cet établissement par la reine d'Angleterre, Victoria. L'île principale, Mahé, a été nommée d'après un breton de Saint-Malo, le gouverneur des îles de France et de Bourbon, Mahé de la Bourdonnais. Mais sa capitale, Victoria, tient le sien de la célèbre souveraine britannique. C'est d'ailleurs pour son jubilé qu'a été dressée au cœur de la ville, en 1903, la tour de l'horloge, copie miniature d'un beffroi londonien. Tour à tour française, puis anglaise, les Seychelles ont acquis leur indépendance en 1976. Dès lors, elles ont su asseoir leur économie sur leurs richesses naturelles en développant le tourisme et la pêche. Car si petite soit-elle, Victoria possède le plus grand port de transbordement de thon au monde. Et sur le marché de la ville, la halle aux poissons reste le principal centre d'intérêt des touristes, comme des hérons et des aigrettes, un tantinet chapardeur. C'est là aussi que l'on peut le mieux admirer la diversité de la population séchelloise, riche de 85 000 habitants. Aux descendants des colons français et britanniques se mêlent aujourd'hui ceux des anciens esclaves arrachés à l'Afrique et ceux des marchands indiens et chinois arrivés au XIXe siècle. À la tombée du soir,
C'est sur le front de mer, le long de la grande plage de sable blanc de Beauvallon, que se retrouve le fruit de ce melting pot. Sous de larges badamiers, l'animation du bazar Labrine déploie ses étals de souvenirs, d'artisanat et de fruits tropicaux dans les senteurs de grillades et les échos d'une musique séchelloise délicieusement métissée. Mais revenons à ces premiers colons. À l'époque, ils ne venaient chercher aux Seychelles ni la blancheur immaculée des plages, ni le miroitement cristallin des eaux. Non, ils venaient tout simplement tenter de faire fortune au nom de la France. Au début, c'est les Français qui étaient établis ici. Alors naturellement, ils sont établis ici parce que Pierre Poivre voulait faire la concurrence avec les Hollandais qui avaient le monopole des épices. En 1770, il a envoyé une expédition aux Seychelles pour établir un jardin où on peut planter des épices pour faire la concurrence avec les Hollandais. Pierre Poivre, le célèbre intendant français féru de botanique, n'est jamais venu aux Seychelles. Mais il y a envoyé tant de précieuses épices que les Seychellois, reconnaissants, lui ont érigé une statue. C'est peut-être de lui qu'ils tiennent leur inépuisable passion pour les plantes. Sur les hauteurs de Victoria, le jardin botanique de Montfleury, le bien nommé, abrite notamment une serre d'orchidées. On y trouve aussi ces arbres boulets de canon aux formes étonnantes. Un peu plus loin, c'est un ancien ambassadeur des Seychelles à Paris et à l'ONU, Marc Maringo, qui nous accueille dans son jardin Côte-Mania. De retour dans son île natale, il l'a créé autour de la maison de sa mère. Ici en tout, à part que des orchidées, à peu près 200 variétés des fleurs et des plantes. La plupart, ça vient de l'extérieur. Le projet, j'ai commencé, ça fait 9 ans. Dans cette jungle faussement désordonnée, où l'on serpente en baissant la tête pour passer sous les frondaisons, on découvre une surprise à chaque pas. Ici, ce que j'ai, ce sont, on appelle ça des tropicales. Ça vient, la plupart des plantes viennent en premier de l'Amazonie et quelques-uns de l'Asie, de la jungle. C'est presque le même climat, même si la terre est différente. Parce que vous savez, ici la terre c'est granitique, pour eux c'est volcanique, mais ici ça vient très bien. Après, pour que ces plantes ça pousse, comme dans ce jardin, il faut avoir beaucoup d'eau. Pour le cerf, on a des sources d'eau qui coulent partout et ça arrose naturellement. Alors ça pousse très bien, ça devient plus joli, plus gros et plus appréciable. Ouais. La nature inspire aussi les artistes et artisans locaux. Par exemple, à Pineapple Studio, un atelier de sérigraphie, de couture et de peinture sur bois qui valorise la création séchelloise depuis déjà 23 ans. Pour commencer, je suis artiste, alors j'ai beaucoup d'idées qui viennent à la tête. Alors c'est une façon de m'exprimer et je suppose que l'inspiration vient de la nature, regardant les beaux poissons de la mer, tous les feuillages très colorés autour de nous. Et de là, c'est ça qu'on fait ressortir dans les dessins, sur les t-shirts, dans les bijoux, dans des parfums. La nature nous influence tous les jours. Alors c'est là où on regarde les couleurs, on gagne des idées pour pouvoir les mettre en valeur. Cette nature, c'est aussi un atout essentiel dans un pays dont l'économie repose en grande partie sur le tourisme. Un secteur qui représente 1 emploi sur 5 et un quart du PIB des Seychelles.
Et pour ne pas tuer la poule aux œufs d'or, le gouvernement a décidé de limiter la croissance touristique ces 10 prochaines années. Il s'agit de sauvegarder les îles pour les générations futures. La meilleure façon d'approcher toutes ces îles, si différentes les unes des autres, est de les aborder par la mer. Aussi, le tourisme maritime s'est-il considérablement développé ces dernières années. C'est ainsi que ces beautés éparpillées, aux 1800 km de côte, dévoilent le mieux leur vraie nature. C'est une gamme assez nouvelle pour les Seychelles. On a des bateaux que vous pilotez vous-même, on a des bateaux de croisière avec des capitaines et des équipages à bord, et toutes ces îles sont quand même très différentes l'un à l'autre. Et c'est cette beauté de pouvoir rentrer dans un port à la digue, disons, et que vous voyez le charme de la digue, le lendemain faire une balade à Pralin qui est à côté, la baie Sainte-Anne, ça vous prendra 20-25 minutes de bateau, vous voyez quelquefois les dauphins qui sautent à côté de vous. Vous voyez, moi je pense et je dis souvent que les Seychelles ont été conçues avec les marins en tête, parce que les îles aussi proches que ça, et avec la mer turquoise dont vous faites une croisière, il n'y a rien de plus idéal que ça. Ajoutez au charme naturel des îles celui de la navigation à l'ancienne, à bord d'un vieux gréement, et vous voici transporté dans un décor de film d'aventure. Originaire d'Afrique du Sud, Craig Henn navigue depuis 4 ans sur le Sea Pearl, une goélette traditionnelle appartenant aujourd'hui à la compagnie Silhouette Cruise, qui propose des croisières à la voile entre les îles, presque comme au temps des corsaires. Well, the Sea Pearl was built in the 1915s. Le Sea Pearl a été construit aux Pays-Bas en 1915. Il faisait partie de la dernière flotte hollandaise à la voile de pêche au hareng. Après des années de campagne en mer du Nord, il a été reconverti en bateau de plaisance dans les Caraïbes, puis aux Seychelles où il navigue actuellement, autour des îles proches et des îles éloignées, jusqu'à Madagascar. D'abord engagé comme matelot, Craig est en peu d'années devenu le capitaine du Sea Pearl. À 23 ans, il n'est pas peu fier d'être aujourd'hui le plus jeune marin de la région à gouverner un bateau de cette taille. Mais bientôt, il va être appelé à prendre un autre commandement et à passer la barre à Hadi, son successeur, un navigateur israélien. Naviguer, c'est une façon magique de découvrir les Seychelles. Vous apercevez les îles de l'extérieur et vous pouvez chaque jour visiter des îles différentes. Il y a aussi une dimension spirituelle pour moi, dans le fait d'être en mer. Les eaux sont très calmes ici, c'est une navigation très confortable la plupart du temps. C'est vraiment super. And it's just a lot of fun. Côté confort, le Sea Pearl a été complètement réaménagé. Il peut accueillir jusqu'à 18 passagers dans ses 8 cabines modernes, parfaitement équipées et entièrement climatisées. Quant aux membres d'équipage, ils sont tous aux petits soins pour les vacanciers. Included me, we are 8 people. I'm the captain, I got mechanic. Avec moi, nous sommes 8. Nous avons un mécanicien en charge du moteur et de la mécanique. Un moniteur de plongée s'occupe de tous les sports nautiques. Nous avons tout le matériel. Nous avons un très bon chef. Les passagers apprécient sa cuisine créole à base de poissons et de salade. Et enfin, 2 matelots s'occupent du pont et de la manœuvre des voiles. Ici, la grand voile d'un vénérable navire comme le Sea Pearl n'est pas une mince affaire. Mais sur le pont, les passagers sont les premiers à se porter volontaires pour prêter main forte aux matelots afin de savourer le plaisir de cette navigation douce. Chaque fois que le vent le permet, nous naviguons sous voile. C'est bon pour l'environnement. C'est beaucoup plus calme et on sent vraiment le bateau. Quand nous naviguons à la voile, nous proposons aux passagers de participer aux manœuvres. Ils peuvent aussi simplement se reposer, bronzer sur le pont, lire et profiter du paysage. C'est le cas de Heike et Jan Fitschen. Ces jeunes Allemands en voyage de noces n'ont pas hésité longtemps quand il s'est agi de choisir leur destination de lune de miel.
et la manière de l'aborder. C'est vraiment le bon choix. Le temps est superbe. C'est une lune de miel au paradis. Voyager d'île en île, c'est fantastique. Les îles sont paradisiaques. On profite du bateau, ça c'est vraiment des vacances. Il y a tout pour être heureux. Autrefois, Praslin s'appelait l'île de Palme, à cause de la vallée de Mai. Vestige du Gondwana, ce site est resté une forêt quasi vierge jusqu'en 1930. La vallée de Mai a ainsi conservé une flore unique au monde, dont le célèbre coco de mer à la forme évocatrice. Ce palmier peut atteindre 30 mètres de haut et vit jusqu'à 400 ans. Il donne la plus grosse graine au monde, pesant parfois plus de 20 kilos. Une merveille de la nature, source de nombreuses légendes. La vallée de Mai est aujourd'hui un parc national, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette réserve naturelle, une des plus petites au monde, présente un décor de début des temps. Dans le bruissement des palmes et des ruisseaux, on y découvre aussi des lataniers, des fougères, des bois rouges, des orchidées. Et pour les plus chanceux, le perroquet noir, un des oiseaux les plus rares de la planète. Prochaine escale, la Digue. Nommée d'après un navire français, cette île est la 4e de l'archipel séchellois. Elle est si petite qu'on la traverse en moins d'1 heure, en char à bœuf ou à vélo. Ici, les voitures restent rares. La Digue est une véritable île de poupée, aux plages de rêve. Les célèbres rochers granitiques, denses sources d'argent, affichent des profils éléphantins. Posés ici depuis 650 millions d'années, ils demeurent un mystère de la nature. Aucune des thèses scientifiques avancées à ce jour pour expliquer leur formation n'est satisfaisante. Un vieux cimetière abrite les tombes de descendants des premiers colons venus de la Réunion. On ne s'y étonnera donc pas d'y voir des stèles en mémoire des Waro ou des paillettes. Leur histoire, les Digois y tiennent, à l'instar de Myriam Saint-Ange, héritière de l'emblématique Château Saint-Cloud. Le château, il y a 200 ans. Moi, je fais la 6e génération. Le château, c'est devenu un hôtel maintenant. Mais avant ça, quand c'est devenu avec mes ancêtres, c'était une plantation des épices. Les Seychelles, je peux dire, c'est vraiment fantastique. Nous avons Mahé, Praslin, la Digue, où tout le monde visite, parce que notre gouvernement fait que c'est bien protégé, il ne faut pas couper les arbres, il ne faut pas détruire ce qu'on a eu en cadeau avec le bon Dieu. Près de la moitié du territoire séchellois est classé en réserve naturelle. Les eaux côtières recèlent plus de 920 espèces de poissons et 101 espèces de coraux. Quant aux oiseaux marins, il en existe 13 espèces et 17 sous-espèces à se reproduire uniquement aux Seychelles. Cette nature est un trésor, jalousement protégé par toute la population. Et ce qui est important de dire, c'est que l'État séchellois avait mis à l'avant la protection de l'environnement de notre pays, bien à l'avant que cette connotation d'écotourisme était venue en vogue en Europe. Nous étions déjà dans cette foulée en train de protéger ce que nous avons. Tous les Seychellois se sentent concernés par la protection de leur nature. Et ça, c'est clair. C'est un peu depuis tout petit, tout le monde, on connaît tous, nous, comme étant des Îlois, que c'est un atout que nous avons. Et c'est un atout qu'on doit protéger, vu qu'on dépend sur le tourisme comme industrie primaire de notre petit pays. Cap-sur-Curieuse. Cette île est un exemple de la politique de protection évoquée par Alain Saint-Ange. Libre et gratuit pour les Seychellois, son abordage est réglementé pour les touristes. Entre ces amas de rochers de granit rose, l'île offre de nombreuses anses naturelles où jeter l'ancre. Une promenade aménagée dans la mangrove permet d'admirer 8 sortes de palétuviers. Classée réserve marine depuis 1979,
Curieuse est surveillée en permanence par une dizaine de rangers qui veillent sur son patrimoine naturel et historique. Auparavant, il y avait une léproserie quand on était colonisé par les Britanniques, dont ils apportaient les gens malades, les lépreux. Ici, c'est cette île, mais c'est à l'ouest de l'île, à côté. C'est là où on a la maison du docteur. La maison du docteur, c'était la résidence du docteur qui s'occupait de la léproserie. Et à l'ouest de la maison, on a toutes les ruines de la léproserie. Je pense à les derniers lépreux ont quitté cette île en 1965. Il y avait même une prison et un cimetière. Aujourd'hui, c'est une toute autre population qui accueille les visiteurs à Curieuse. Des centaines de tortues de terre. Peu farouches, ces géantes se font volontiers câliner en échange de quelques gourmandises. Mais si elles se sont parfaitement acclimatées à Curieuse, elles n'en sont pas originaires. Elles ont été introduites parce qu'auparavant, il y avait une population endémique dans cette île et elles ont été saccagées, comme on dit, par les anciens navigateurs. C'était une bonne source de nourriture. Donc on a pris toutes les tortues endémiques de cette île. On était obligé d'introduire des tortues d'Aldabra pour repeupler cette île comme c'était auparavant. Actuellement, on a environ 300-350 tortues. La prochaine escale du Sea Pearl est l'île de Cousin. Autrefois, elle recelait une plantation de cocotiers. Aujourd'hui propriété de l'Union internationale pour la préservation des oiseaux, elle constitue tout entière une réserve ornithologique. Et l'adulte va aller pêcher tôt le matin et elle va venir les nourrir sur le petit avec des poissons égorgés. L'ONG Nature Seychelles, qui en a la gestion, travaille en commun sur les oiseaux marins avec le laboratoire d'écologie marine de La Réunion et sur les tortues de mer avec le centre Kélonia de Saint-Leu. Mais pour son coordinateur scientifique, le réunionnais Gilles Derand, la plus grande réussite de Nature Seychelles à Cousin est d'avoir pu sauver un oiseau terrestre rarissime, la fauvette des Seychelles. Actuellement, on est passé de 30 donc dans les années 68 à plus de 2500 individus. Donc, ce qui a permis de déclasser l'individu, l'espèce plutôt, du niveau critiquement en danger jusqu'à un niveau vulnérable. Donc c'est un grand succès en matière de conservation. Mais il y a eu également d'autres espèces d'oiseaux qui sont concernées, des espèces endémiques des Seychelles, comme par exemple le magpie robin, la piche chanteuse des Seychelles. Près de 300 000 oiseaux de toutes sortes nidifient à Cousin chaque année. Aussi, son accès est-il strictement réglementé. Le ramassage des coquillages et les pique-niques sont interdits et les visiteurs n'ont pas le droit de fumer. Mais la visite guidée, elle, est inoubliable. Les oiseaux sur Cousin, c'est exceptionnel, c'est d'avoir la chance d'être proche des oiseaux. Par exemple, à pailles-en-queue. J'ai jamais vu un pailles-en-queue de près avant de venir à Cousin. Donc ça c'est quelque chose d'impressionnant. Sur Cousin, il n'y a pas de chat, pas de rat, rien, pas de prédateurs. Et les pailles-en-queue, ils nichent par terre et là tu as la chance d'approcher l'oiseau, à le toucher. C'est quelque chose de magique. Sur seulement 27 hectares, Cousin rassemble une population totale de plus de 300 000 oiseaux. Pailles-en-queue, mais aussi puffins du Pacifique, gésis blanches et nodis à bec grêle qui sont les plus nombreux. En juillet-août, la période de ponte, il peut s'en trouver ici jusqu'à 100 000. Outre la fauvette des Seychelles, l'île accueille également plusieurs espèces d'oiseaux terrestres endémiques, comme la ravissante pie chanteuse. La pie chanteuse, c'était une espèce en danger aussi. On a une population à peu près 34 sur Cousin là, en ce moment. De loin, on dirait qu'il est noir, mais de près, c'est un bleu très foncé. C'est un oiseau qui se nourrit par terre, qui se reproduit tout le long de l'année.
mais avec des périodes de pointe où la reproduction est plus. Par exemple, mai-juin, ou cette année-ci, c'était août-septembre. Cousin est aussi un bel exemple de coopération régionale dans le domaine de l'environnement. Nous sommes aux Seychelles, le coordinateur scientifique Gilles Derand est réunionnais et Éric Blais, officier de conservation, est lui originaire de Rodrigue. Spéciale, magique, enchanteresse. Les superlatifs ne manquent pas pour décrire les Seychelles. Scientifiques et touristes ne cessent, à juste titre, de s'émerveiller sur ces joyaux de la nature. Nous avons choisi les Seychelles parce que c'est vraiment paradisiaque. La nature est vraiment très belle, intacte. C'est un endroit très paisible. Il y a des plantes tropicales partout. Chez nous, elles sont minuscules. Ici, elles sont gigantesques. C'est merveilleux, c'est fantastique. Pour prolonger le séjour, reste l'option classique des hôtels de luxe, emblématique des Seychelles. Parallèlement au développement de petits hôtels de charme, accessibles à tous les budgets, le concept de l'île privée, entièrement dévolu à un établissement haut de gamme, garde le vent en poupe. Et les groupes hôteliers étrangers confirment leur confiance dans l'avenir touristique des Seychelles. C'est le cas de la chaîne mauricienne Beachcomber, qui a choisi d'implanter son premier établissement hors de Maurice à Sainte-Anne, l'île des premiers colons, située en face de Mahé. Le Sainte-Anne Resort & Spa y disperse ses 87 villas privées au cœur du parc marin de Sainte-Anne, le plus ancien du pays. L'océan Indien, il y a quand même des liens très très serrés entre Maurice et les Seychelles. Et donc ça a été vraiment Beachcomber Sainte-Anne a été le premier hôtel en dehors des Seychelles. Donc on a vraiment voulu transporter ça. Et c'est vrai que nos clients habitués à Maurice souhaitent aussi découvrir d'autres destinations. Et quand ils veulent venir aux Seychelles, avoir un Beachcomber, c'est une grande sécurité parce qu'ils savent exactement ce qu'ils vont pouvoir trouver autant au niveau qualité et au niveau luxe. L'ambiance qu'on essaye de créer vraiment au Sainte-Anne, je pourrais le qualifier en deux mots, chic, décontracté. Chic parce que les hôtels 5 étoiles avec toutes les prestations d'un hôtel 5 étoiles, et décontracté justement par rapport à ce côté nature que vous avez. Donc les gens prennent le vélo le matin, vont au petit déjeuner, vont à la plage. Donc toute cette ambiance-là est vraiment sympathique. Et on a aussi de le faire à propos de nos restaurants. Donc nous avons 5 restaurants et 3 restaurants les pieds dans le sable. C'est vraiment, je pense, ce que le client veut trouver quand il vient aux Seychelles, qui viennent de la Réunion, qui viennent d'Europe, un petit peu cette ambiance, un petit peu des îles. Coupe quelques tranches. Là. Je suis sûr que ça va donner un effet surprenant. Donc maintenant, on va dresser notre salade. Ok? Tu peux me l'assaisonner, donc comme ça tu... Et voilà Rocco est le chef exécutif des 5 restaurants de l'hôtel. Originaire de Sardaigne, il met toute sa verve latine et son imagination méditerranéenne au service d'une gastronomie métissée qui fait la part belle aux produits locaux. Bon, maintenant, on va préparer une autre spécialité des pays tropicaux des îles. Donc un joli plateau de fruits de mer grillés. On va prendre des produits qui viennent de l'océan Indien et des Seychelles. Très colorés, très goûteux, très parfumés. On va parsemer par-ci, par-là. Honnêtement, c'est la cuisine que je pense que les clients veulent trouver quand ils viennent dans des pays comme ça. Parce que les restaurants gastronomiques fins étoilés, sur le continent, sous Paris, dans chaque quartier, on peut trouver. On peut aller manger tous les jours. Mais des produits frais, préparés de cette façon, surtout un barbecue au charbon de bois, un ciel ouvert, dans une magnifique plage comme celle-ci, c'est pas évident à trouver dans la métropole. Il demande aussi du naturel et de la fraîcheur. Dans le jardin bio de l'hôtel,
on cultive toutes sortes de légumes et de fruits destinés aux assiettes des convives. Nous nous trouvons dans le jardin bio de Sainte-Anne, où nous cultivons des herbes et des légumes. On essaie de faire pousser les ananas pour avoir des ananas de Sainte-Anne. On a l'aloe vera, vertu médicale, mais ce qu'il faut savoir aussi qu'on peut utiliser dans la cuisine. Et après, on a plusieurs herbes, comme la menthe, classiquement utilisée dans la pâtisserie, tout le monde y connaît, mais on utilise dans la cuisine. On peut faire des tisanes pour après repas. On a plusieurs possibilités d'utiliser les herbes de notre jardin. Mettre en valeur les atouts naturels de l'hôtel, c'est aussi la philosophie du spa. C'est important d'avoir un spa dans un hôtel de 5 étoiles, avec la vie de tous les jours, avec le stress, avec l'évolution de la vie. Les gens recherchent beaucoup de détente et beaucoup de relaxation quand ils vont en vacances. Et surtout ici, comme le cadre est très naturel et que vierge, quoi. Donc nous avons décidé de mettre notre spa en valeur tout en gardant l'aspect naturel et tout en gardant la zone nature alentour de notre spa. Aller à la découverte de la nature, ce n'est pas difficile à Sainte-Anne. À quelques pas des plages entretenues de l'hôtel, il s'en trouve d'autres, complètement désertes, laissées volontairement à l'état vierge. L'île de Sainte-Anne fait un peu plus de 200 hectares et l'hôtel est sur 20 hectares. Donc 10% de la capacité de l'île, les 90% sont sauvages, donc pas du tout touchés. Beaucoup des paysages, il y a 150 ans, ils étaient les mêmes. Donc ça, c'est vraiment des choses assez importantes. Et donc vous avez beaucoup d'espèces endémiques. Un résumé des Seychelles en quelque sorte. Un subtil équilibre de luxe et d'aventure, d'authenticité et de raffinement, où la nature et les hommes semblent avoir signé un pacte d'harmonie dans lequel sommeille le souvenir millénaire du Gondwana.